Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Monsieur Didier Migaud, Madame Catherine Vautrin, Monsieur Bruno Retailleau, Madame Anne Jeuneté, Monsieur Jean-Noël Barrot, Madame Rachida Dati, Monsieur Sébastien Lecornu, Madame Agnès Pannier-Runacher. Voilà, donc ça c'est la désignation de quelques-uns des membres du gouvernement. Laurent Geoffrin, bonjour. Bonjour. Ceux-là, on les connaît encore, hein, parce que vous me disiez juste avant de redémarrer, il y a beaucoup de ces... il aurait fallu continuer. Oui, parce qu'après, on ne les connaissait pas, on a cité... Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'émission de Pascal Sevran, vous vous souvenez de ça? Oui, on se moquait toujours de lui parce qu'il inventait, il invitait des chanteurs que personne ne connaissait. Et là, c'est pareil, quoi. Il y a une liste interminable de gens. On aurait mis un autre nom, personne n'aurait vu la différence. On aurait mis une équipe de foot, les gens auraient dit, oui, ça doit être eux, alors. Ouais. Laurent Geoffrin, dans La Vérité en face, fondateur du quotidien en ligne Le Journal.info, et puis on va pas rappeler tout votre passé, évidemment, à la tête de journaux et de magazines, chargé. Vous avez écrit La conquête de la liberté, le roman de la France de Mirabeau à Mitterrand, aux éditions Talendier. On va y revenir dans un instant sur les libertés, hein, bien sûr. Et Arnaud Stéphan, vous êtes fondateur de l'agence La Note de Com, c'est ça? Donc vous allez nous apporter quelques notes sur ce gouvernement. Dans la presse ce matin, et tout ce week-end, on a dit il penche beaucoup trop à droite, etc. Vous avez ce sentiment aussi ou pas? Il y a une question importante en communication, c'est la perception. Ouais. Si la perception des médias qui va se transformer éventuellement en une opinion publique, c'est que ce gouvernement est à droite, c'est une chose. Dans la réalité, c'est pas vraiment exact. Si vous regardez les votes de Monsieur Barnier par le passé, c'est pas exactement ça. Il avait participé au vote de 2005 sur le référendum sur l'Europe. Oui, c'est vrai. Il avait fait des choix avant de revenir en arrière parce qu'il était candidat à la primaire de la droite. Et à part Monsieur Retailleau, et à part Madame Jeunet, il n'y a pas grand-chose de très à droite ou de droite foncièrement idéologique au sein de ce gouvernement. Alors, c'est un épouvantail, Libé qui titre le pacte Réac ce matin, quand même, c'est assez fort comme titre. Ça, c'est un peu exagéré. Tiens, Laurent Geoffrin. Si on prend l'exemple de Retailleau, qui est le plus notable, à part Barnier, hein, c'est vrai qu'il a un itinéraire très à droite, il n'y a aucun doute. Enfin, je ne sais pas, je ne dis pas ça pour le diaboliser, hein, non. La question. C'est un type certainement compétent. Tente de diaboliser, certains dans les médias tentent de diaboliser quand même. C'est un collaborateur de De Villiers pendant très longtemps. Ouais. C'est mal fini. Après, il s'est brouillé avec lui. Il était collaborateur de Fillon, qui n'est pas précisément de gauche. Non. Ouais. Et donc, c'est la droite un peu réac, c'est vrai. Non, ça, c'est pas faux. Ouais. Et pour certains. Il a voté contre le mariage pour tous, par exemple. Ou contre la constitutionnalisation de l'IVG, ce qui est une position plutôt conservatrice, quoi. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, il y en a d'autres qui sont moins à droite, et il y a une partie qui sont des centristes. Ouais. Et c'est là parce que lui, il est à l'intérieur, à la justice, c'est un homme de gauche, quoi. Oui, qui était il y a 15 ans au Parti Socialiste. Oui, non mais quand même. Oui, plutôt à gauche, c'est vrai. C'est ça le paradoxe. C'est-à-dire qu'on est en train de dire que ce gouvernement penche énormément à droite. On essaye de trouver des raccourcis un peu faciles. Et de l'autre côté, vous avez un parti qui s'appelle le Rassemblement National, qui lui a voté la constitutionnalisation de l'avortement dans la Constitution, qui est très en avant sur la défense de la communauté gays face à des violences qui leur sont faites. Et puis il y a une représentation également au sein de la direction du parti qui ne s'est même pas cachée d'ailleurs. Donc c'est ça qui est paradoxal, c'est-à-dire que le parti qu'on dit de droite réac, c'est-à-dire de ce qui reste de LR est beaucoup plus accusé d'être réactionnaire que le parti qui est considéré comme le pire parti d'extrême droite en France. Voilà, il y a quand même un sacré paradoxe quand même. Retailleau conjugue les deux choses, c'est-à-dire qu'il a des positions conservatrices sur les mœurs, pour faire court, et il a les mêmes positions à peu de choses près que le RN sur les questions d'immigration, par exemple. Oui, mais pas sur les problèmes économiques, pas sur les problèmes économiques. Il y a d'autres questions. Pas sur les économiques. Il y a d'autres questions. Oui, enfin, il est quand même pour les 64 ans, me semble-t-il, non? Oui, mais donc, alors que le RN est pour revenir à 62, 60 ans, quoi. Le RN a des positions ambiguës sur certains sujets, parce qu'il cherche à plaire à l'électorat populaire. Le RN a la même position que la gauche, hein, en fait, quoi. Sur les retraites. Sur les retraites. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas pointé dans les médias, très peu.
bien souvent. Si on le verra du vote. Si on pose la question de savoir si le RN va voter la motion de censure avec la gauche pour abolir la réforme des retraites. C'est l'inverse plutôt. Oui, c'est le contraire. C'est le contraire. Ils vont voter ensemble. Si le RN va proposer, est-ce que la gauche va le voter? On se pose la question. Ça prouve que ça converge quand même. Sur ce point-là uniquement. Oui, sur ce point. Sur les libertés, parce que c'est le thème de votre livre aussi, Laurent Geoffrin. PMA, IVG, les grandes lois, on l'évoquait avec à l'instant Arnaud Stéphan, les grandes lois de progrès social et sociétal, entre guillemets évidemment, elles vont être intégralement préservées. C'est ce qu'a laissé entendre Michel Barnier. Il y a des remises en cause dans notre société. C'est ce que vous décrivez dans votre livre. Que je l'ai pas lu. Je vais être très honnête avec les auditeurs. Je l'ai pas lu. Je vais vous expliquer en 30 secondes. J'ai pas eu le temps. C'est une histoire de France. Donc c'est chronologique. C'est à partir des personnages. Ça c'est fait comme un roman d'aventure pratiquement. Mais c'est vrai. C'est fait à partir du travail des historiens. Et ça raconte le combat mené depuis 1789 pour les libertés, qui a parfois été triomphal, parfois qui a été connu des défaites. Et donc ça permet de réviser son histoire de France sans trop s'ennuyer, parce que c'est assez facile à lire et amusant à lire. Et par ailleurs, le fil conducteur, c'est ça, c'est-à-dire que la France il y a un pitch. C'est l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et donc, c'est pour réaliser cette phrase que l'histoire de France s'est déroulée depuis 2 siècles. Alors, d'abord, c'était les propriétaires blancs. Ensuite, on a aboli l'esclavage. Ensuite, on a fait droit aux demandes ouvrières. On a donné le droit de vote aux femmes. Et aujourd'hui, ça s'est déplacé plutôt sur les affaires des minorités en général. Mais c'est la même histoire qui continue. Avec des gens qui sont hostiles à cette évolution, en disant ça va nous conduire à l'individualisme ou à la décadence, et d'autres qui disent non, c'est ça le progrès, il faut aller toujours plus loin dans le sens de la liberté au sens large, c'est-à-dire la liberté aussi économique. D'où la gauche et le socialisme. Oui, d'ailleurs, on oppose toujours. Grosso modo, c'est les gens de gauche qui sont pour pour l'égalité. Oui, pour l'égalité. Mais on a tort. Et les gens de droite, beaucoup plus pour une liberté économique. Mais ça a beaucoup changé. Il y a un auteur, je sais que maintenant, il est devenu quasiment hérétique alors qu'il vient de la gauche, c'est Monsieur Michéa, Jean-Claude Michéa, qui a expliqué dans l'Empire du moindre mal, on va citer celui qui me vient le plus vite à l'esprit, qu'en vérité, depuis la fin de l'histoire, c'est-à-dire la fin du mur de Berlin et du bloc de l'Est, gauche et droite finalement ont trouvé un accord. C'est-à-dire que la gauche s'est convertie au libéralisme économique. C'est la loi de Comrie, vous m'excuserez, mais enfin bon, bref. Et puis, vous avez la droite qui s'est, elle, en partie, pas toute la droite, mais une grande partie de la droite qui s'est convertie au libéralisme sociétal. On a bien vu au moment de la manif pour tous, ça a duré 2 mois, il y avait les gens de LR qui étaient au premier rang, et puis, hop, terminé moniteur, une fois que ça a raté, ils étaient les premiers à dire non, je me suis trompé, finalement c'était une mauvaise idée, j'aurais jamais dû faire ça. Monsieur Copé, Monsieur Wauquiez, etc. Droite, voilà. Donc il y a quand même un glissement depuis les années 90, et on l'a vu, des grands partis comme le RPR, puis le MP sont devenus des partis qui sont un peu mollassons en termes de droite. Je ne le vois pas comme ça, parce que la gauche, les socialistes en tout cas, ont admis l'économie de marché. C'est pour ça qu'on les accuse de libéralisme. Mais c'est pas du libéralisme. Les 35 heures, c'est pas du libéralisme. L'impôt sur la fortune, c'est pas du libéralisme. Quand Hollande augmente. Oui, mais puisqu'on reconnaît l'économie de marché, il vaut mieux qu'elle fonctionne bien pour pouvoir redistribuer après. C'est ça la nouveauté. C'est une gauche réaliste. Oui, voilà. Avant, l'idée c'était de sauter dans un autre système entièrement collectivisé. Mais cette expérience ayant eu lieu dans les pays de l'Est, ça n'a pas marché. Et donc, même si on y revient de plus en plus. Vous avez vu sur la médecine. Non, mais on revient à une sur un certain nombre de choses. Oui, mais c'est ça. Avec notre système. Non, mais c'est assez intéressant ce qui se passe. On avait le témoignage d'une commune, d'un maire ce matin, qui avait 3 médecins. Médecin généraliste classique, il n'en a plus en fait aujourd'hui. Et c'est pas un cas isolé d'une petite commune rurale. Qu'est-ce qui se passe en fait aujourd'hui? Quelles sont les solutions? C'est-à-dire qu'on dit c'est la collectivité qui va embaucher les médecins, qui va les rétribuer. Et c'est ce qui commence à se faire dans beaucoup de communes. Et on va les rémunérer. On revient en fait à cela. À travers quelques exemples ou pas. Non, c'est toujours la même chose. La liberté, sans caricaturer. La liberté sans l'égalité, c'est la liberté pour quelques-uns.
quand vous travaillez 15 heures par jour et que vous êtes mal payé, vous n'êtes pas libre. Donc ça, c'est le discours des socialistes, pas des communistes. Les communistes voulaient changer de système complètement. Les socialistes voulaient réformer le système actuel. En fait, ce sont des sociodémocrates. Ils admettent le marché, la propriété privée, mais ils la régulent. Ils font en sorte que ces excès soient combattus. Et ça, je ne pense pas qu'ils aient changé là-dessus. Ils n'ont pas changé. Quand même, la loi El-Khomri, quand même. Mais la loi El-Khomri, c'est rien du tout. C'est pas rien du tout. C'est pas rien du tout. La dérive européenne en acceptant les normes européennes sur la déréglementation, etc. Vous pouvez pas dire ça. La déréglementation européenne, ça a été vraiment un choc. L'Europe, c'est une société mixte. L'État joue un rôle très important, surtout en France. Comment vous pouvez dire qu'on est libéraux alors qu'on est à combien de prélèvements 48 prélèvements obligatoires et à 50 et quelques de dépenses. C'est ça le libéralisme? Non, c'est pas sérieux. Non, c'est une version française du libéralisme. Mais c'est pas le libéralisme du tout. L'État occupe la moitié du PIB. Oui, mais comment on peut appeler ça le libéralisme? C'est un faux procès, ça. Non, c'est pas un faux procès. Les lois sociales en France sont les plus développées d'Europe. On a vu avec ce qui s'est passé avec le prix de l'électricité, les énergéticiens, avec des faux producteurs d'électricité qui vendent de l'électricité que leur vend l'EDF à prix cassé pour pouvoir créer un marché de toutes pièces avec sans obligation de production, sans rien. Si, c'est une déréglementation terrible. Il y a eu un effet boomerang terrible. C'est quoi l'effet boomerang? On a essayé de les taxer, on a pris 3 francs 6 sous. Donc, bien sûr. On attendait 10 milliards, on a eu 200 millions. Oui, mais surtout les gens qui ont voulu prendre ces contrats alors qu'on les avertissait, attention, il y a un gros danger. Ça a été terrible, mais c'est une déréglementation. On peut pas dire qu'on n'est pas dans une démarche complètement libérale. Mais non, quand on voit le marché... Ça, c'est pas vrai. Aux États-Unis, d'accord, c'est libéral, c'est vrai. En Grande-Bretagne, éventuellement, bien sûr, encore mais en Europe continentale, beaucoup moins, et en France, c'est le pays le moins libéral d'Europe. C'est le pays quand vous comparez le revenu primaire qu'on touche quand on travaille et le revenu après redistribution, il y a une différence très importante. Oui, mais la France est pleine de paradoxes. Mais ça prouve qu'il y a une redistribution massive. Il y a beaucoup de paradoxes en France. Le paradoxe en France, c'est que vous mettez systématiquement pour mener des politiques publiques plutôt pro-business, comme on disait à une époque, vous faites ça par des fonctionnaires. Donc forcément, au bout d'un moment, ça pose quand même un petit problème. C'est vrai que la société civile, le monde économique est peu associé à la décision politique. Et on laisse l'idéologie s'appliquer, c'est-à-dire avec un programme qui est déréglementation. Donc vous voudriez des patrons, par exemple, à Bercy, quoi. Vous ne devez pas être très content avec celui qui a été nommé, le jeune énarque. Non, mais ça n'a jamais été vraiment un vrai succès. Tout le monde se souvient de Francis Maire. Il n'y en a eu qu'un seul. Il y en a eu qu'un seul. Bah voilà. Mais parce que le monde économique ne s'intéresse pas. Et puis le monde économique a subi une mue invraisemblable. C'est pour ça que je parle de paradoxe. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup des grands patrons sont des hauts fonctionnaires. Enfin, je veux dire, c'est ça le paradoxe français. C'est-à-dire qu'on marche avec une jambe idéologique en disant des finances on veut faire du libéralisme, et de l'autre côté, on applique ça par des gens qui ont un autre logiciel. Donc, ça ne marche pas, en fait. Allez, on va continuer d'en discuter. C'est intéressant, cette discussion sur le fond, bien sûr. Et si vous voulez réagir, 0826 300 300, la vérité en face. On se dit les choses droit dans les yeux, bien sûr. Évidemment, Laurent Geoffrin et Arnaud Stéphane. Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face jusqu'à 10h avant de retrouver Valérie Expert tout à l'heure, Gilles Gansman, Laurent Geoffrin qui est fondateur du quotidien en ligne Le Journal.info. Ça marche bien d'ailleurs, Laurent Geoffrin. C'est un journal social-démocrate. Social-démocrate. Voilà, on est parti. Oui, parce qu'il y avait contre le vent. Contre le vent. Oui. Mais justement, ça progresse. On a doublé l'audience cet été avec la crise politique. Et ça vous sert, ça. Et on constate que d'ailleurs, quand j'ai lancé ça, tout le monde m'a dit, il ne faut pas dire social-démocrate, les gens ne savent pas ce que c'est. Ils ne comprennent pas, puis c'est désuet, c'est dépassé, etc. Maintenant, je constate que tout le monde se réfère aux sociodémocrates qui ne résistent pas assez à Mélenchon. Il faudrait que les sociodémocrates et les macronistes disent on veut bien s'allier, mais uniquement avec les sociodémocrates. Donc ce concept-là est revenu dans le débat public, en tout cas. Laurent Geoffrin, donc, et Arnaud Stéphane, fondateur de l'agence La Note de Com. On parlait tout à l'heure de la liberté. Alors, on est allé très loin. Non, mais c'est vrai, en fait, dans les fondamentaux de la liberté aujourd'hui. Est-ce qu'elles sont remises en cause? Parce que votre livre, c'est la conquête de la liberté, elles sont remises en cause. Mirabeau à Mitterrand. Est-ce qu'elles sont remises en cause dans notre société? Globalement, non.
On reste dans une société libre. C'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on veut, enfin pas ce qu'on veut, on peut en respectant les lois, j'entends, mais on est libre. Moi. Quand je crée un journal, personne ne me demande rien. Il n'y a pas de timbre. Et quand on peut s'exprimer comme on veut. Non. Non, dans un journal, mais pas dans des médias audiovisuels où vous êtes extrêmement régulé. Là, c'est différent, Laurent Geoffrin. Mais c'est régulé pour éviter les appels à la haine et au racisme. Oui, bien sûr. Heureusement. Oui, et la liberté, c'est pas la licence, c'est pas de dire n'importe quoi. La liberté, c'est d'obéir aux lois, d'abord. La liberté, c'est de faire ce que les lois permettent. Ensuite, il faut que les lois, évidemment, soient démocratiques. Bien sûr, Mais c'est ça. Donc, qu'il y ait une régulation des médias, c'est normal. Vous publieriez ce qu'il y a sur le net ? Non. Sur la pédocriminalité ou sur l'islamisme, etc. Non. Mais il faut réguler le net. C'est pas porter atteinte à la liberté, c'est faire en sorte que les lois soient respectées. Les lois sur la liberté d'expression. La loi sur la liberté d'expression, elle existe depuis 1885. Et personne ne l'a jamais changée. Parce qu'elle donne satisfaction. Arnaud Stéphane. On dit souvent, pourtant, quand même, dans notre société, alors est-ce que c'est une caricature, que nos libertés sont menacées de plus en plus ? Les libertés sont menacées par des dérives justement de la pureté. Voilà. C'est-à-dire que sur le principe de, vous comprenez, on doit quand même réguler un certain nombre de choses sous ce prétexte-là qui est légitime. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire des appels à la haine, on n'a pas le droit d'appeler au meurtre, on n'a pas le droit de faire du racisme. Et c'est normal, d'accord ? On va dire c'est normal. Il y a une dérive qui se fait toujours. Voilà. C'est que tout d'un coup on invente de nouveaux mots. Voilà. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est difficile de dire qu'on est contre l'immigration. Parce que si on dit qu'on est contre l'immigration, on dit mais j'entends ça toute la journée. Vous flirtez. Qu'est-ce que vous racontez ? J'entends ça toute la journée sur CNews, en lisant Valeurs Actuelles, ils sont contre l'immigration. Je lis Le Figaro. Sur le service public, c'est le cas ou pas ? Non mais attendez, est-ce qu'on est libre ou pas ? Oui, on est libre de dire ça. Mais donc la preuve, mais le service public, oui, il y a des gens du Front National qui passent sur le service public tout le temps. Donc ils ont le droit de s'exprimer. C'est fabuleux, d'accord. Bien sûr, c'est merveilleux. C'est merveilleux, non, c'est la vérité. C'est pour ça qu'il y a des espaces de liberté et des médias qui tout d'un coup se sont développés. C'est parce qu'il y avait un besoin. Vous le comprenez bien. Ça prouve bien qu'on est libre. Mais c'est très récent. C'est très récent. C'est pas très récent, ça date de 10 ans, moi. Et ça rend vos amis malades. Tout le temps, ils sont en train de dire c'est pas possible, il y a des médias qui sont développés, on peut pas dire n'importe quoi, etc. Il y a eu un besoin parce que là, il y a une partie des médias qui sont très corsetés par encore une fois par un cursus. C'était pour dire les choses. Non, mais Laurent Geoffrin, pour dire les choses, c'était peut-être le fameux politiquement correct que l'on a eu pendant des années. Il y a un politiquement correct qui existe dans les entreprises également. Non, c'est pas vrai. Bon, alors c'est pas vrai parce que je peux vous citer 300 exemples d'expressions. Parce que c'est devenu un pont-aux-ânes. Moi, je suis pas politiquement correct. C'est la phrase que j'ai le plus entendue. Si c'était interdit, je l'entendrais pas. Donc, c'est pas interdit. Donc, on l'entend. Donc, on a le droit de le dire. Et on a le droit de dire des choses politiquement incorrectes. Alors, évidemment, si vous commencez à faire des discours racistes ou des appels au meurtre, là, vous tombez sous le coup de la loi. C'est ce qui est la moindre des choses. Mais je constate que dans l'éventail des médias, vous avez maintenant des télés qui sont plutôt d'extrême droite, vous avez des radios qui sont droite ou gauche, etc. Enfin, tout le monde est représenté. Donc il y a un éventail. C'est une blague, cette histoire de dire on est opprimé. Aujourd'hui, mais moi j'entends toute la journée, c'est que Zemmour, ça. Il passait tous les jours à la télé en disant qu'on l'empêchait de parler. C'est ridicule. Jean-Marie Le Pen faisait la même chose. C'est ridicule. C'est grotesque. C'est du baratin pour dire que la démocratie fonctionne pas. Et c'est dangereux de dire ça parce que du coup, on finit par faire croire aux gens que la démocratie et la dictature, c'est pareil. Donc on va passer dans la dictature, on ne verra pas la différence. Ce dont vous parlez est composé d'une offre privée qui s'est créée sur la nécessité de remplir un besoin. Ça, vous comprenez, c'est le système quasiment économique. Il y avait un besoin, on a créé une offre qui remplissait ce besoin. Quand il est question de France Inter, quand il est question du service public télévisuel, etc., c'est beaucoup plus problématique. Quand vous avez... Il y a des règles qui obligent... Mais non, il y a des règles de rien du tout. Normalement, il y a les règles de pas vrai, il y a des règles de rien du tout. Il y a des règles qui obligent le service public, qui obligent le service public à donner la parole à tout le monde, y compris au Rassemblement national. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Quand vous avez... Si, vous dites que c'est pas vrai.
très bien. Non, mais ils sont tenus parce qu'il y a quand même des règles. Après, peut-être qu'ils donnent moins la parole, effectivement, à certaines personnalités. Non, mais on est d'accord. Il suffit d'écouter France Inter, France Culture, et enfin la gamme de services de Radio France. Ce matin, l'invité de France Inter, c'était monsieur, je sais plus comment il s'appelle, un jeune mec du Rassemblement National. Chenu, Tanguy. Non, un jeune interview politique. Interview politique. Je vais pas faire de la. Oui, mais c'est ça l'expression libre. Non, c'est l'expression libre. Il a parlé pendant 10 minutes à l'heure de la plus grande écoute. Et il avait 2 millions de personnes qui l'écoutaient. Tout le monde se reconnaît dans ces médias-là. Les gens ne sont absolument pas en colère. Il n'y a pas 11 millions de gens qui votent pour le Rassemblement National alors que ça fait des années que tout le monde explique que c'est mauvais, ça nous rappelle les heures les plus sombres, que patati patata. Mais bien, parce qu'il y a une vraie exaspération sur la manière dont les politiques publiques sont menées, la façon dont les gens sont traités. C'est pas pour ça qu'ils votent Rassemblement National. Ils votent Rassemblement à cause du chômage, à cause de l'immigration, ou à cause des problèmes réels, pas à cause du discours dans les médias. Je pense que vous vous trompez. Je pense que vous vous trompez. Que j'ai raison. Non mais c'est bien d'être. C'est pour ça que vous avez fait un journal d'ailleurs pour exprimer le fait que vous étiez d'accord avec vous-même. C'est important d'ailleurs. Non mais c'est bien effectivement. Et la preuve d'ailleurs qu'on est libre, c'est qu'on n'est pas d'accord. C'est que voilà et que vous pouvez débattre. Et je vous reconnais ce droit que vous pouvez débattre et c'est ce qu'on essaie de faire nous justement à Sud Radio. On a créé aussi Sud Radio pour essayer. Mais c'est un espace assez rare quand même Sud Radio. Oui, c'est possible en tout cas. Il n'y en a pas énormément. Je suis désolé. Bon, la conquête de la liberté. Vous allez lire quand même Arnaud Stéphane, le roman de la France de Mirabeau à Mitterrand. Évidemment, je vais aux éditions Talendier de Laurent Geoffrin. On pourrait réviser l'histoire de France. En fait, je ne veux pas laisser à l'extrême droite le récit national. C'est le but. Je fais un récit national républicain. Il n'est pas partisan, mais il est républicain. Il n'est pas zémourien. Pour terminer, par rapport à ce gouvernement, parce qu'on a commencé évidemment sur ce gouvernement, certains disent qu'il n'ira pas très loin. Alors c'est toujours difficile de formuler un pronostic, etc. Avant de voir la réalité. Laurent Geoffrin. J'en suis pas sûr parce que faut voir c'est comme dans les échecs, faut voir le coup d'après. On renverse le gouvernement. Donc le RN et la gauche se mettent d'accord pour renverser le gouvernement. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Qui on met à la place? C'est quoi l'autre majorité? C'est le NFP. Le NFP sera victime d'une motion de censure tout de suite, probablement. Donc c'est pas une alternative. Mais du coup, il y en a pas. Sauf qu'à l'Assemblée, on met le RN au pouvoir. C'est ce qu'on veut. Non, c'est pas ce qu'on veut. Pour les idéologues de l'ultra-gauche ou pour une partie, on va dire... J'arrive pas à quantifier d'un certain nombre de députés RN, dont je vois que d'ailleurs la phraséologie est un peu différente de celle de leur présidente d'ailleurs. Ils parlent de dépasser, ils parlent d'une vie très courte, qu'il va falloir mettre fin à ça. Je pense qu'ils s'en moquent en vérité de tout ça. Eux, l'objectif, c'est de pousser éventuellement et assez vite à la démission du président de la République. Et donc de le mettre dans un corner qui l'obligera à démissionner. Est-ce que la gauche a intérêt? Alors Mélenchon, oui. Mais est-ce que la gauche a intérêt, la gauche dans son ensemble, il faut que la gauche dans son ensemble vote avec le RN. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle n'est pas. Si on pousse Macron, encore faut-il qu'il démissionne, c'est pas évident. Imaginons qu'il démissionne, on va se retrouver avec un duel Mélenchon-Le Pen. On a envie de ça. Merci à tous les deux, Laurent Geoffrin, Arnaud Stéphane. Je pense qu'on va continuer d'en parler dans un instant avec Valérie Expert et Gilles Gansman, évidemment dans tous les programmes de Sud Radio.